il y a cette tendance, la technologie nous permet, comme l'a décrit un journaliste américain à la suite de l'affaire Snowden, il disait, je crois, que l'approche de la NSA était « Well, if you need to find a needle in a haystack, you first need a haystack ». Et la technologie permet aujourd'hui, effectivement, d'accumuler la botte de foin pour y chercher l'aiguille. Ce qui veut dire qu'on accumule sans rime ni raison, sans vraiment savoir pourquoi, mais on accumule. Et le fait est qu'en fiscalité, c'est un processus qui a commencé il y a bien longtemps. On est vraiment à la collision de deux mondes, de deux planètes totalement différentes. D'un côté, la protection des données dont on parle depuis ce matin, qui est en fait une interprétation, une extension des droits fondamentaux, des droits de l'homme, qui s'est faite au niveau communautaire, comme droit uniforme, comme harmonisation complète, et pas comme harmonisation minimale, qui intégrait dans la directive, c'est un peu moins vrai dans le projet de règlement, la notion de consentement au traitement de données, qui intègre donc des tests de nécessité, de proportionnalité, bref, un suivi, la volonté d'emmener les droits de l'homme, les droits fondamentaux dans le numérique. En face, qu'est-ce qu'on a ? En face, on a remplir les caisses de l'État au moyen de l'impôt. Prestations pécuniaires perçues de manière obligatoire et sans compensation. Autrement dit, bonjour, donnez-moi les sous. Il y a une marge de discussion qui est assez limitée en matière fiscale dès lors que l'impôt est correctement évalué. Et on est évidemment dans un domaine très peu harmonisé, on est dans un domaine de droit national, où chaque pays a ses habitudes de travail, sa manière, j'allais dire sa culture fiscale. Le facteur culturel est important, notamment dans la dimension, il y a quand même une dimension politique de l'impôt qui va conditionner, ou qui va subjectiviser la nécessité ou l'absence de nécessité de prendre telle ou telle mesure. Et c'est vrai que dans le monde fiscal, essentiellement parce qu'on traite de chiffres, la collecte de données et l'utilisation réfléchie de ces données ne datent pas d'hier. Au début, pour simplifier les enrôlements, on a saisi les déclarations dans des systèmes informatiques, et puis ensuite le système se contentait de suivre le recouvrement. Et puis on s'est dit à un moment, ou en tout cas certains pays se sont dit, mais on accumule toutes ces données, on devrait pouvoir en faire quelque chose. Faisons un peu de statistiques. Ça permet de comparer la nouvelle déclaration entrante à un échantillon, et donc de voir quels indicateurs dépassent. Et puis les plus avancés sont allés dans ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire lâchons un algorithme qui va se promener dans cette masse pour nous sortir les dossiers les plus suspects. Et aujourd'hui, effectivement, les déclarations par Internet sont dans de nombreux pays. En fait, le contrôle commence dès que vous avez appuyé sur Submit et permettent le pré-tri. Voilà, c'est à peu près ça le cadre, ou du moins la partie fiscale du cadre. Et il y a aussi, les années qui viennent de s'écouler nous l'ont montré, et périodiquement d'ailleurs, en période de nécessité budgétaire, on voit toujours le maniement d'un outil, je dirais, d'un facteur peur, pour ramener les brebis égarées qui ont essayé de se structurer ou d'éviter l'impôt à la maison. On s'efforce de les effrayer, ce qui incite aussi finalement le politique et le fonctionnaire à quelque part exagérer l'importance de ce qu'ils font, par moment. Donc il est relativement difficile, je pense, et j'ai cru percevoir dans votre intervention quelques indices de cela, aux régulateurs de la protection des données de simplement se faire entendre, de se faire comprendre de leurs collègues fiscaux, ou de leurs... Je parle de collègues fiscaux pour TaxSud, la direction fiscale de l'Union européenne, mais en national, je pense même que c'est une autre planète. À cela s'ajoute donc le fait qu'il y a en fiscalité un gros facteur culturel. Il y a une divergence d'approche dans le contrôle. Vous pouvez mettre beaucoup de choses dans un contrôle fiscal. Il y a un côté classique qui est un examen comptable et juridique, un contrôle de cohérence. Bonjour monsieur, le système nous a indiqué au dépôt de votre déclaration que certains éléments ne faisaient pas vraiment de sens, donc je vous saurai gré de bien vouloir préparer telle pièce et nous nous rencontrerons tel jour afin d'en discuter. Ça, c'est l'approche civilisée. Évidemment, à côté, il y a l'autre approche. J'ai pris l'exemple de nos amis italiens parce qu'au moins ils ont le sens de la pause.
ils ont de belles photos, mais la Guardia di Finanza est une institution qui exemplifie ça à merveille, et Dieu sait qu'ils ne sont pas les seuls. Chaque État pratiquement a sa police fiscale spéciale, même la Suisse, mais c'est pas très connu là-bas, mais ça existe, pour les opérations où on soupçonne des fraudes plus graves. La particularité de la Guardia, c'est que c'est une police financière à compétence généraliste, au sein de laquelle se trouvent des noyaux fiscaux, qui, dans les faits, effectuent beaucoup de contrôles fiscaux, à la méthode musclée avec uniforme et débarquement à 6 heures du matin, ou à la méthode délicate, sans uniforme, pour un bête contrôle de TVA. Mais la question de la dimension policière du contrôle est importante, notamment parce qu'il existe en matière fiscale, du moins s'étend en matière fiscale, dans la mesure de la pénalisation possible de la fiscalité, le droit par exemple de garder le silence. Et de ce point de vue-là, je me demande si finalement une approche luxembourgeoise, où on commence par faire un contrôle gentil, et puis où au vu des éléments on peut éventuellement décider de transmettre le dossier au procureur, n'est pas finalement plus hypocrite que l'approche de la Guardia, où au moins, quand ils pensent que c'est sérieux, vous le savez tout de suite. Et ça, c'est quelque chose d'assez délicat à gérer, parce que fondamentalement, c'est assez psychologique. Ça revient... Il y a un facteur qui est la gravité des infractions commises ou de ce qu'on soupçonne d'avoir été commis, mais il y a aussi un facteur purement psychologique, qui est la valeur que vous mettez sur le principe d'égalité dans l'impôt. Plus vous en faites une valeur absolue, plus vous aurez tendance à être sec. Divergence aussi parce que la fiscalité étant chose nationale, on a maintenant une pléthore d'instruments qui se destinent à faciliter la coopération transfrontière, mais il y a des réalités pratiques, concrètes, qui restent incontournables et qui vont rendre cette coopération encore très difficile, sauf pour ce qui relève de l'échange automatique, puisque c'est juste un flux de chiffres. Mais la coopération lors d'un contrôle concret, pensons justement, supposons un contrôle franco-italien. Je pense que nous maîtrisons chacun la langue de l'autre, entre français et italien, suffisamment bien pour profiter des richesses culturelles du voisin et des restaurants. Ça, c'est la connaissance commune. Par contre, pour faire de la technique fiscale, ça devient plus compliqué. Vos deux contrôleurs vont parler en anglais, et qu'est-ce qu'on fait après? Chacun retraduit toute la procédure chez lui, parce qu'en cas de contentieux, il faut bien que la procédure soit dans la bonne langue. Donc, la réalité est quand même complexe. Maintenant, effectivement, pléthore d'instruments, nous avons 3 formes d'échange d'informations aujourd'hui. Donc 3 formes de coopération concrètes. L'échange sur demande. Donc j'adresse une demande, ce qui se fait d'ailleurs par des outils informatisés, en précisant pourquoi, puisque la communication de données dans le cadre de l'échange sur demande est soumise à une condition, qui est une condition dite de pertinence vraisemblable, ce qui est finalement assez proche du test de proportionnalité dont on a débattu ici ce matin. L'échange spontané, ça c'est plus rare, c'est le cas où une autorité découvre chez elle quelque chose de très suspect et où elle pense qu'il y a une perte d'impôt dans un État membre, voisin, et elle va communiquer d'elle-même. Et enfin, l'échange automatique, dont on nous rebat les oreilles à qui mieux mieux, qui va consister dans la communication de données collectées informatiquement et d'une manière assez rapide, sans notification, sans condition de pertinence, sans rien. Ce qui évidemment pose la question de l'accumulation justifiée ou non de la botte de foin. Cet échange est organisé par une kyrielle d'instruments non coordonnés, puisque la lutte contre la fraude fiscale a été depuis 2007 une telle priorité que tout le monde s'y est mis, mais il y a beaucoup d'overlap, beaucoup de superpositions, et donc aussi beaucoup de confusion pratique et procédurale au quotidien, parce que les fonctionnaires n'ont pas tous fait des études approfondies de droit, et donc parfois on se trompe de base légale par rapport à ce qu'on veut avoir, ce qui ne facilite pas l'obtention du résultat souhaité. À la base, on a les conventions bilatérales, les traités fiscaux. Ça, c'est très répandu, mais ce sont des instruments bilatéraux. Donc, suivant avec qui l'on traite, on a la souplesse de faire certaines concessions ou de ne pas les faire, d'être plus ou moins restrictif. On a une convention multilatérale de l'OCDE sur l'assistance administrative en matière fiscale, qui a connu là un regain de popularité puisqu'elle a en pratique été imposée par le Forum mondial sur la transparence en matière fiscale dans son évaluation de plusieurs juridictions dans ce pays. Et donc elle a eu un nouveau regain de popularité. C'est une convention intéressante en avant parce qu'elle prévoit la possibilité d'une convention parapluie
qui laisse aux États parties la possibilité d'étendre le champ et les formes de l'échange au fil du temps. La directive sur l'imposition des revenus de l'épargne, qui est là quelque chose d'un peu plus ancien, qui date finalement du dernier sursaut de la fin des années 90, sursaut motivé à l'époque par le serrage de ceinture qui était le passage à l'euro, sursaut qui s'est dirigé contre ce qu'on a appelé la concurrence fiscale dommageable, qui prévoit des échanges d'informations ou des retenues à la source à titre dérogatoire sur les revenus d'intérêt des non-résidents. La directive de 2011 sur la coopération administrative, qui, elle, reprend les dispositions typiques des conventions préventives de la double imposition en termes d'échange sur demande, ajoute des possibilités d'échange automatique sur certains revenus, et puis les législations unilatérales de type FATCA américain, qui va créer également un reporting automatique systématique de finalement tout revenu de tout investissement sous quelque forme que ce soit, que l'OCDE déjà veut transformer en une sorte de FATCA européen ou OCDIen, ce qui là encore va créer une autre botte de foin, un autre gros tas d'informations. À quel usage? Donc, je pense que si on va vraiment au droit plus strict de la protection des données, pour parcourir les critères classiques, puisque j'ai moi abordé ce droit-là comme un nouveau, donc je l'ai fait à la scolaire, traitement de masse de données, fichiers, évidemment, des fichiers de contribuables, on en a, c'est presque le but de la manœuvre. Si on ne les avait pas, ça s'appelle un rôle, un fichier de contribuable. Donc ça n'est qu'une question de terminologie. Mais bon, c'est vrai que ces fichiers sont fort anciens et ont, jusqu'à maintenant, ignoré le concept de protection des données. La directive de 2011 est le premier instrument où l'on a disposé clairement et de manière non équivoque qu'il fallait être en règle avec la directive de 1995. Ce qui veut dire aussi que donc, dans les traités fiscaux, par exemple, on n'a rien qui s'intéresse à la problématique, ou très peu qui s'intéresse à la problématique des communications avec les États tiers. Les traités fiscaux ne sont pas conclus qu'entre États membres de l'Union européenne. Donc il y a un peu de travail. Le travail se complique parce que, au niveau des tests de proportionnalité et de nécessité, à partir du moment où on veut assurer une application égale de l'impôt sur le revenu, il y a bien peu de choses qui ne vont pas être proportionnées et nécessaires. Parce que l'impôt sur le revenu, aujourd'hui, l'impôt synthétique, donc sur un revenu net, de certaines déductions, charges professionnelles, de certaines dépenses fiscales, crédits qu'on vous accorde pour telle ou telle autre raison, eh bien, c'est un scanner complet. C'est un scanner absolument complet. Qui lit votre déclaration fiscale, sait à peu près tout de vous. Et donc, ça veut aussi dire que le contrôle de cette déclaration implique la possibilité d'un screening avec très peu de limites. Ça, c'est pour la partie, je dirais, domestique, pour l'évaluation du contrôle. Alors évidemment, au sein de l'espace communautaire, je pense que ça fixe également des limites relativement larges à la coopération internationale, puisque l'espace communautaire permet une activité à l'étranger, des comptes bancaires à l'étranger, la libre circulation des fonds, le libre établissement d'une succursale, d'une filiale, de tout ce qu'on veut. Donc si le contribuable peut faire tout ça, il faut quand même bien qu'on puisse le suivre. Et c'est la partie juste finalement du retour de balancier qu'on connaît depuis 2007 ou 2008, c'est qu'il fallait bien à un moment quand même que les administrations se dotent des outils qui leur permettent de suivre les multinationales sur le terrain où elles sont parties. Ça, cependant, ça ne peut pas totalement s'étendre. Là où une limite se trouve, bon, dans l'échange sur demande, c'est la question de la pertinence vraisemblable des renseignements demandés. Là, c'est facile. On a un dossier, on a une suspicion fondée, donc il y a toujours moyen d'évaluer. On peut vouloir ou ne pas vouloir se doter des voies de recours, notamment dans l'État qui reçoit la demande d'information. Ça, c'est un choix qui est libre. Mais, au moins, les informations sont là. Dans l'échange automatique, elles n'y sont pas. Et la grande question, c'est effectivement, est-il vraiment proportionné et nécessaire de lancer une machine pareille, sauf à supposer, évidemment, que tout le monde fraude au-delà des frontières. Parce que cette machine, d'abord, a un coût de compliance, un coût de reporting pour les acteurs qui fournissent l'information. Elle aura un coût bureaucratique
au niveau du traitement de la masse d'informations et de la correction des erreurs. Parce que la fiscalité n'est pas un monde parfait, il y a des divergences de qualification. Il y a eu, par exemple, il y a très longtemps, dans une convention fiscale, pour la faire courte, c'est une frontière fiscale, suivant différents types de revenus. Il y a notamment une clause générale qui dit que les bénéfices d'une entreprise sont taxés à son siège, sauf si elle a une succursale ailleurs. Il y a une clause sur les revenus immobiliers qui dit qu'ils sont taxés au lieu de situation de l'immeuble. Généralement, on va faire prévaloir la seconde spéciale sur la première générale quand une entreprise possède un immeuble dans un autre pays. Eh bien, dans les années 90, en 94 je crois, le Conseil d'État français a changé d'avis. Il s'est dit que bénéfice des entreprises primait. Ce qui aboutissait au fait que quand une société luxembourgeoise détenait un immeuble en France, au Luxembourg on considérait que c'était un bénéfice immobilier, un revenu immobilier taxable en France, ce qu'on avait toujours considéré, et en France on considérait que c'était un bénéfice de l'entreprise taxable au Luxembourg, avec pour conséquence que ça n'était taxé nulle part et que ça a servi à plein de gens. Prenez cette situation, mettez-la dans l'échange automatique. Quel type de revenu vais-je renseigner en face du reporting qui part à l'État étranger? De l'immobilier? Du bénéfice? Quoi? C'est la problématique aussi des instruments hybrides, de BEPS, de tout ça, donc les divergences de qualification. Ça, c'est un souci. Évidemment, en créant une botte de foin, on risque aussi de dépasser un principe de base de tout ce droit de l'échange international, qui est le principe dit de double limitation, à savoir que ni l'administration requise ni l'administration requérante ne peuvent être contraintes ou ne peuvent, par le biais de l'échange international, obtenir des renseignements qu'elles ne pourraient pas recueillir en vertu de leur droit interne. À partir d'un certain volume de big data et de recoupement, je pense que c'est une limitation qui ne fera plus beaucoup de sens. La problématique de la durée de conservation, qui, logiquement, dans un but de contrôle, dépend des règles internes en matière de prescription. Et là, on a aussi des systèmes qui sont très différents, même pas seulement en termes de délai, mais en termes de substance. Dans une taxation luxembourgeoise, une fois que le contrôle est fait, que le bulletin d'impôt est sorti, la taxation ne peut plus être réouverte, sauf à ce que l'administration découvre un fait nouveau qu'elle n'aurait pas pu découvrir en exerçant un contrôle normal. En France, il y a un délai de reprise, ils peuvent remonter sur 5 ans, sans formalité particulière. Donc, coordonner tout ça est difficile, parce que ça conditionne la perception concrète de l'utilité de l'information et donc de la nécessité de la conserver. Enfin, le dernier problème pratique qu'on voit, enfin, en tant que praticien, que personnellement j'ai déjà observé dans cette coopération fiscale, c'est que on n'a pas encore vu de contrôle conjoint, et pourtant Dieu sait que des requêtes d'échange sur demande à Luxembourg, il en arrive. Contrôle conjoint où le fonctionnaire étranger se déplace. Par contre, ce qu'on voit beaucoup, c'est des contrôles en chaîne. Je reçois une demande de renseignement de mes compères du pays voisin. Ah ah, c'est louche. Je vais donc également creuser pour mon propre compte. Imaginez ça sur 4 pays, vous avez beaucoup simplifié le tableau. Voilà. Donc, c'est une problématique, c'est l'absolue non-coordination des différents instruments, qui se basent tous sur les mêmes principes, mais voilà. Si nous passons au droit du contribuable comme sujet de données, plus concrètement, donc par rapport aux droits qui sont prévus par la directive, droit à l'information et droit d'accès sont en fait les deux plus problématiques, parce que bon, rectification et opposition, on y viendra, mais rectification et opposition, il y a toujours des voies de recours. Au pire, dans votre état de résidence, si l'information est fausse. Donc c'est jugé, il y a un dossier, enfin voilà, en principe l'impôt n'est quand même pas totalement arbitraire. Par contre, information et accès, à notre époque, posent quand même des questions. D'abord, le droit d'information n'est en principe accordé que dans la mesure où le contribuable n'a pas déjà été informé. Peut-être que dans les états de source des informations, il y aurait quelque chose à faire, là, parce que tout est prévu par les directives, donc il suffirait de s'assurer de la communication du message. Il y a une exception qui va couvrir effectivement une exception à ces droits dans les domaines d'intérêt public important, ça j'y reviendrai. Dans l'échange sur demande, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que il y a vraiment deux tendances dans l'échange sur demande entre les différents États.
Vous avez ceux qui vont voir dans la collecte de données une simple mesure préparatoire, donc une collaboration administrative dans la préparation d'un contrôle, et d'autres qui vont déjà y voir un acte faisant grief et donc un acte susceptible de recours dans l'état requis. Et il y a actuellement quand même une assez forte pression, il faut bien le dire, de nombreux États, qui se traduisent par les verdicts prononcés par le Forum mondial sur la transparence en matière fiscale, pour que l'échange sur demande soit finalement quasiment une mesure d'enquête secrète. Là, on est dans la dimension policière du contrôle, et on y est bien. Ce qui me choque un petit peu, c'est qu'on base ça sur le secret fiscal. Alors peut-être qu'à Luxembourg, j'ai trop entendu parler de secret bancaire dans ma jeunesse, mais j'avais naïvement tendance à penser que le secret fiscal était là pour protéger le contribuable, qui doit justement tout déclarer à l'administration. Ça m'étonnerait que le secret fiscal soit là pour empêcher le contribuable de savoir quelles informations on va pêcher dans son dos. Pas qu'il ait forcément vocation à intervenir dans la procédure. Ça a été jugé dans cette enceinte, et ça l'a été bien dans l'arrêt Sabou, mais au moins pour qu'il sache. Question de droit de la défense. Voilà. Donc, droit d'accès et de rectification, je les ai déjà couverts. Conclusion assez simple. Effectivement, on a un besoin de coordination. Parce que même quand on a des voies de recours, elles le sont par les droits fiscaux nationaux. Il n'y a aucun alignement des délais, il n'y a aucun alignement de rien. Donc, effectivement, il y a une masse de travail. Deux petits points rapides à la fin. Il existe effectivement une exception pour ne pas accorder les droits d'information et d'accès, prévu par l'article 13 de la directive, qui concerne donc les intérêts publics majeurs, dont les intérêts financiers des États membres. Il faut souligner que cette exception, d'après la jurisprudence de la Cour, est une faculté et qu'elle doit être exercée, comme cela a été déjà dit N+ fois, en cohérence avec les droits fondamentaux et pas à leur encontre. Mais c'est une faculté, ce qui implique qu'elle doit être prévue de manière explicite, précise et détaillée, pour pouvoir éventuellement être soumise au contrôle du juge communautaire, dans la législation interne des États membres. Or, quand on examine ce qui va se faire pratiquement et le cadre légal, on se rend compte qu'en dehors des États qui ont été finalement les leaders du data mining à l'interne, que j'ai évoqué précédemment, tels que la Belgique par exemple, eh bien personne pratiquement n'a de cadre légal. On en est au balbutiement. Alors on introduit ici ou là, sans prévoir l'application des normes de protection des données, on introduit, comme ça a été le cas en Italie, ils ont introduit un outil qui s'appelle le redditometro, le revenu-mètre, qui est une espèce d'outil de corrélation-comparaison pour finalement détecter le black, détecter le noir. Et donc, sous-entendu, l'argent noir non déclaré. Par comparaison des dépenses estimées propres à la catégorie de contribuable et aux revenus déclarés. Et ça a été lourdement contesté en jurisprudence en raison précisément de l'absence de cadre. Donc, au final, on n'y coupera pas. Il faudra le faire. Il faudra le faire. Et finalement, ce vers quoi on va aujourd'hui, c'est une espèce de data mining généralisé, mutualisé probablement dans l'OCDE une fois que cette norme CRS aura été adoptée complètement. Et là va se poser une autre question, qui est celle de l'accès éventuel des États tiers à cette botte de foin. Parce qu'on a des conventions bilatérales avec tout le monde. Il est absolument frappant dans tout le débat sur l'échange d'informations sur demande qui a eu lieu ces dernières années que jamais on a soulevé la question des droits de l'homme. Ce pays a une convention fiscale avec la Russie. Est-ce que vous pensez qu'on peut tout envoyer là-bas ? Est-ce que vous pensez que les droits procéduraux du contribuable, ils sont respectés ? Je prends un exemple parce qu'il est flagrant et qu'en ce moment, bon, ils sont un peu au banc des nations, donc c'est facile, mais il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Les traités fiscaux, à l'origine, sont des instruments de coopération économique. On n'a pas de facteur démocratique là-dedans, on n'a pas de facteur droit de l'homme. Peut-être serait-il temps de songer à l'y faire rentrer. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Merci, Maître Noguera. Vous avez l'art de rendre le droit fiscal toujours bucolique, intéressant et passionnant. Merci. Voilà.